Merci Jean-Luc d'avoir été avec nous. Oui. Méfie-toi, méfie-toi. Voilà. Allez, on va nous aller au centre de la scène parce qu'on a une date qui est une date importante qui arrive vite. Hein. C'est rapide. Hein. C'est le 3 juillet. Qu'est-ce qui se passe, Joanne, le 3 juillet? Alors le 3 juillet, il y a l'élection à la présidence du MEDEF national. C'est mardi et nous avons la chance ce soir, je vous l'ai dit en préambule, d'accueillir les deux candidats à cette élection et qui vont passer un moment avec nous. Je vous ai dit aussi que c'était une période particulièrement importante pour notre MEDEF, pour notre organisation patronale, parce que le temps change et qu'elle doit s'adapter. Que les enjeux qui se profilent devant nous sont tellement d'importance que nous n'avons pas d'autre choix que d'être dans un rythme différent. On voit qu'aujourd'hui, le président de la République impulse une dynamique que les corps intermédiaires et nous-mêmes, on a du mal à suivre. On n'a pas l'habitude de ça, hein, que le monde institutionnel ou politique soit un peu plus en avance que nous. Donc on a besoin de se dynamiser, de se réformer. Pas que ce qui a été fait avant n'était pas bien, sauf que ce qui doit être fait demain doit être différent. Et je suis certain que les deux candidats qui arrivent, que je connais bien, que j'ai côtoyé pendant 3 ans au comité exécutif et qui sont des gens et charmants et compétents et travailleurs, vont relever le défi, quel que soit le vainqueur. Eh bien écoutez, je vous propose de les accueillir tout de suite. Je vous demande d'accueillir M. Geoffroy Roux de Bézieux et M. Alexandre Sobo. Les deux candidats à l'élection du MEDEF, 3 juillet. L'un des deux sera le vice-président du MEDEF. Alexandre Sobo, Geoffroy Roux de Bézieux. Messieurs, bonjour. Je vous précède, vous allez vous mettre là, en passant par là. Voilà, pour pas vous... Il y a quelques petites marches à monter. Voilà, messieurs, merci. Merci d'avoir accepté l'exercice. On rappelle que ce n'est pas un face-à-face. On rappelle que ça va être une conversation entre gentlemen. Voilà, vous êtes déjà côte à côte, finalement. Et c'est ça qui est important. Alors effectivement, le 3 juillet, on le sait, l'Assemblée va voter. 560 votants, je crois, pour élire probablement l'un d'entre vous. Alors, récemment, le Figaro... Pas probablement. Certainement. Certainement, certainement. Ce sera l'un de nous deux. Voilà. Le Figaro titrait il n'y a pas tellement longtemps à quoi ça sert le MEDEF. Alors c'est vrai que c'était un peu une question un peu difficile. Alors première question à l'un et à l'autre, comment vous allez faire au bout de 5 ans, parce que je crois que votre mandat dure 5 ans, pour qu'on ne se pose plus la question, que les journalistes ne posent plus cette question désagréable, à quoi ça sert le MEDEF, comment on s'y prend pour rendre l'action patronale la plus claire et la plus efficace possible. Messieurs, commence celui qui souhaite. Allez, Geoffroy. Bon, allez, j'y vais. Bon, bonsoir à tous. D'abord, je suis très content d'être là. Je suis venu plusieurs fois. Merci, Joanne, de l'invitation. Alors, à quoi ça sert le MEDEF? Le MEDEF, ça sert, et ça sert énormément, et ça servira de plus en plus. Tu l'as dit, Joanne, en introduction, on est au début d'une période de transformation absolument incroyable. On a un avenir devant nous qui est à la fois formidable et en même temps très incertain. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence artificielle va probablement remplacer des métiers, changer notre vie quotidienne, changer nos emplois, changer nos entreprises. Et le rôle numéro 1 des organisations patronales, mais de la première d'entre elles, ça doit être justement ça, c'est d'éclairer l'avenir. D'éclairer l'avenir pour nos entrepreneurs d'abord, pour nos salariés et même pour nos concitoyens. Quand on regarde bien les études, on dit souvent les Français ne comprennent pas l'économie, ils n'aiment pas l'entreprise. Ce n'est pas vrai. Même si on ne leur enseigne pas très bien l'économie dans l'école, je veux bien l'admettre. Ils attendent de nous qu'on leur éclaire l'avenir, qu'on leur explique ce qui va se passer. Ils sont inquiets. Bien sûr, les changements, c'est anxiogène. Ils voient bien, même les, je vais le dire en souriant, les plus ultimes grévistes de la SNCF se rendent bien compte que le monde est en train de changer. Bon, ils font semblant de ne pas le croire, mais la réalité, c'est que tout le monde sait qu'on ne travaillera pas 40 ans dans le même métier, dans la même fonction. Donc, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? Qu'est-ce qu'ils attendent de nous, les entrepreneurs? Ils attendent de nous qu'on leur éclaire cet avenir, qu'on leur explique les changements, qu'on les prépare, qu'on leur donne les compétences nécessaires. C'est ça le rôle fondamental du MEDEF. Alors, bien sûr, il y a le rôle traditionnel, qu'il ne faut pas oublier,
d'influence, de lobbying, moi j'ai pas peur du mot, sur le plan social bien sûr, sur le plan fiscal, qui est un peu les figures obligées et qu'il ne faut pas oublier. Mais si on doit résumer, et pour faire court, c'est ce rôle de prospective qu'on n'a pas beaucoup eu le temps de faire dans les années précédentes, parce qu'on était au combat, parce qu'on avait un gouvernement qui était très néfaste. C'est ce rôle principal qui est la raison d'être, au fond, du MEDEF. Alexandre, votre vision. Aujourd'hui, je porte une conviction forte, c'est que les énormes défis qui attendent notre pays, on en a évoqué certains, transformation numérique et digitale, mais aussi transition écologique, transition énergétique, et puis tous les enjeux de cette mondialisation qui est de moins en moins heureuse. Quand on voit la guerre commerciale qui est en train de se nouer, quand on voit le recul de l'Europe, son incapacité à se doter d'une politique pour vraiment faire de l'Europe une Europe puissance qui joue pleinement son rôle dans cette nouvelle guerre économique dans le monde, on voit bien que face à tous ces enjeux, la réponse, elle est dans l'entreprise. Si vous regardez tous les sujets, imaginez que c'est l'État qui va répondre à tous les défis du XXIe siècle. C'est, comment le dire, c'est imaginer que dans 10 ans, la France, c'est le Venezuela. C'est parce que c'est nous qui avons la réponse. C'est par le travail de tous les entrepreneurs de ce pays, son imagination, les réponses techniques, les réponses technologiques, la gestion de tous ces défis, la capacité d'accompagner dans toutes les entreprises cette transition numérique qui rassure, qui inquiète, qui interroge. Et donc le rôle du MEDEF, il est complètement central puisque nous allons être ensemble les acteurs du changement. Et on va avoir besoin de le faire ensemble, on va avoir besoin de s'aider, on va avoir besoin de s'accompagner, on va avoir besoin de partager des expériences. Et donc on va devoir construire, au-delà des figures imposées, comme le disait Geoffroy, ce mouvement patronal de demain qui va être en appui de toutes les entreprises pour qu'on réussisse cette formidable transformation. Et l'avenir du pays est derrière la réussite de cette transformation. Et moi, le projet que je porte, mais on y reviendra, je pense, avec les questions suivantes, c'est d'être sûr que le MEDEF est crédible, organisé, compétent, pour que, face à ces enjeux considérables qui nous attendent tous, et on en a une conscience forte ou plus ou moins diffuse, on soit derrière vous, derrière toutes nos fédérations, derrière tous nos territoires, et d'abord et avant tout derrière toutes nos entreprises pour vous aider à affronter ce monde qui change. Merci. Alors, on va se projeter le 4 juillet au matin. L'un d'entre vous est élu. Les premières choses qu'il faut mettre en place, la première journée, les priorités absolues, ce serait quoi, Geoffroy? Alors, on va alterner. Allez, Alexandre. Vous voyez qu'on n'est pas dans un face-à-face, mais on respecte quand même. Ils sont très gentlemen. C'est vrai qu'en plus, comme il se trouve que mon nom a une lettre de l'alphabet un peu après Geoffroy, assez souvent, quand on a eu l'occasion de parler, je parlais après lui. Donc, j'apprécie d'avoir un moment. Et merci Geoffroy pour cette proposition d'alternance. Je pense qu'il y a, quand on prend la tête du MEDEF, il y a tout un tas de figures imposées. Il y a plein de gens à rencontrer, il y a plein de choses à faire, il y a plein de décisions à prendre. Il faut nommer une dizaine de personnalités qualifiées à la tête du MEDEF, à la tête du conseil exécutif, pardon. Et je veillerai à ce qu'elle soit paritaire en ce qui me concerne, mais je crois que c'est un point qu'on partage avec Geoffroy. Mais au-delà de ces figures imposées, moi, j'ai mis au cœur de mon projet d'un MEDEF qui agit et qui s'engage la question de l'apprentissage, la question de, à la fois, la réponse à la formidable difficulté de nos entreprises de trouver aujourd'hui dans cette reprise économique les compétences dont on a besoin, et en face, cette formidable désespérance de notre jeunesse frappée par un chômage de masse, 150 000 personnes tous les ans qu'on laisse sur le bord de la route. Je pense que c'est un formidable projet qui peut permettre de réconcilier la France et l'entreprise et en même temps de répondre à nos attentes. Et j'en ferai ma priorité. Donc la première opération que je lancerai, ce sera de convoquer avec tous nos territoires qui le souhaitent, avec tous nos adhérents fédérations, les états généraux de l'apprentissage pour commencer à préparer ce formidable projet qui doit permettre, si on arrive à le construire ensemble, d'augmenter de 50% les apprentis en France, dans notre pays. Et là aussi, quand on fait quelques ratios, 50% de plus d'apprentis, c'est plus de chômage des jeunes. C'est comme l'Allemagne, c'est comme l'Autriche, c'est comme la Suisse. Si on est capable de le construire ensemble, je pense qu'on aura là aussi apporté une formidable réponse aux défis du pays et aux difficultés de nos entreprises. J'en ferai ma priorité, ce sera ma première mesure forte. L'apprentissage. Alors, la question porte sur la journée du 4 juillet. Je vais quand même répondre un tout petit peu plus large que la journée elle-même du 4 juillet, si vous m'y autorisez. On a un problème d'organisation interne. En fait, c'est simple. L'organisation interne du MEDEF, aujourd'hui, elle date
y compris dans son réseau territorial, de la création du MEDEF, c'est-à-dire il y a exactement 20 ans. Une entreprise qui ne revoit pas son organisation très régulièrement, elle est en voie de sclérose, pour ne pas dire beaucoup plus. Et Johan le sait, Jean-Luc, quand il était président de l'UP13, le sait, on ne peut pas dire que notre organisation soit au service des territoires, même si les gens sont pleins de bonne volonté. Et donc, une des premières choses qu'on va faire, comme vous le savez, je suis en tandem avec Patrick Martin, qui est là et qui est le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, c'est revoir l'organisation interne pour donner plus de place au territoire, et à la fois dans la gouvernance, bien sûr, mais aussi dans ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire les employés du MEDEF, pour les tourner vers leurs clients, c'est-à-dire les territoires. Une organisation qui n'est pas tournée vers ses clients, c'est pareil, elle se sclérose, elle meurt. Et là, il y a vraiment un énorme travail à faire, c'est le plus urgent. C'est pas très compliqué, hein, beaucoup d'entreprises l'ont fait. Je suis sûr que dans cette salle, tous les chefs d'entreprise ont été amenés à revoir l'organisation très régulièrement. Je crois que c'est la mesure la plus immédiate. Après, un mot sur le long terme quand même. C'est vrai que le temps long, c'est difficile. Et en même temps, si on ne s'occupe pas du temps long, on est pris de court. Un très bon exemple, ça a été cité par le fondateur de Nickel tout à l'heure, c'est quoi la raison d'être d'une entreprise au XXIe siècle? Est-ce que c'est juste le profit? Est-ce que c'est plus large? Bon, vous savez ou vous ne savez pas qu'on s'est trouvé confronté à un rapport qui nous a recommandé d'écrire dans le Code civil, changer un article du Code civil que je ne connaissais pas, et d'ailleurs je pense que dans la salle, pas grand monde le connaissait, 1835, qui définissait depuis 150 ans ce que c'était qu'une entreprise. Voilà typiquement une chose qu'on aurait dû travailler. Et donc, il faut immédiatement mettre en place une cellule prospective qui regarde l'avenir, qui s'occupe du temps long, pendant que le reste de l'organisation s'occupe du temps court, et notamment, évidemment, fiscalité et sociale. Alors, vous avez parlé effectivement de cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Nouvelle génération d'entrepreneurs qui, bon, on ne va pas faire l'autoflagellation, mais ne se reconnaît pas forcément ni dans le MEDEF, d'ailleurs peut-être même dans les unions patronales, dans les territoires. Comment on fait pour séduire, alors que Emmanuel Macron le dit très rapidement, la Startup Nation, c'est-à-dire en fait Startup au sens très large, c'est ces jeunes créateurs qui finalement sont le nez dans le guidon et peut-être qui n'ont pas comme premier réflexe de s'engager, alors que c'est plutôt le cas dans les générations un peu plus avancées? Alors, il y a un problème d'engagement dans la société, hein, on le voit dans les partis politiques. Les jeunes générations s'engagent beaucoup plus frileusement, et il faut les convaincre, alors qu'on avait une génération de militants qui étaient engagés naturellement. Et puis, ils aiment des causes qui sont peut-être un peu différentes. Donc, on a un gros travail à faire. Dans le rassemblement que j'ai conduit, et grâce à Patrick, Fabrice Le Sachet, qui était un des candidats, qui a 35 ans, et qui illustre bien cette nouvelle génération d'entrepreneurs, nous a rejoints. Enfin, ça ne suffira pas. Il faut qu'on leur parle de l'avenir, il faut qu'on leur montre qu'il y a une utilité à adhérer au MEDEF. Alors ça, c'est le rôle des territoires, hein, qu'on leur rend service. Je pense qu'il y a une notion aussi de business, hein, de club, d'apprendre des autres. Quand on est membre d'une UP ou d'un MEDEF, on voit des pairs, PAIRS, des gens qui sont passés par le même parcours, peut-être un peu plus âgés, qui vont vous aider. Et puis, moi j'ai envie de parler de patriotisme, c'est-à-dire que c'est un moment, si on aime ce pays, on doit s'engager. Alors, il n'y a pas que le MEDEF, bien sûr, et on a vu cette jeune génération hein, qui a aussi du patriotisme, leur dire, pour servir votre pays, pour défendre la création de richesses, pour créer de l'emploi dans ce pays, le MEDEF, c'est un des endroits où vous pouvez militer, où vous pouvez venir contribuer bénévolement, un peu de votre temps, quand vous en avez, pour contribuer au développement de ce pays. Alexandre, sur ce sujet-là, quand on parle des jeunes, quand on parle de l'adhésion, je pense qu'il faut aller au-delà de simplement les jeunes. Je pense qu'il faut qu'on se dote ensemble d'une vraie stratégie pour pouvoir attirer plus d'adhérents. Globalement, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que le MEDEF national peut apporter, peut contribuer, peut fournir à tous ces territoires, à commencer par évidemment celui qui est ici, pour vous aider à faire plus d'adhérents. Alors évidemment, ces nouveaux, ces jeunes, ces start-upers sont une cible parmi d'autres. Il est bien évident qu'il faut leur montrer comment on peut les accompagner tout au long de leur parcours de création et de développement. Il faut sans doute leur offrir un réseau et ce que vous avez fait avec l'opération qu'on a présentée tout à l'heure, des tuteurs, des gens qui vont les accompagner, donc créer ce réseau qui va leur donner le premier niveau de conseil. Et puis j'aimerais aussi que si demain ils viennent au MEDEF, ils viennent parce qu'ils se reconnaissent dans mon projet de réconcilier la France et l'entreprise. Et derrière cette idée du MEDEF qui agit et qui s'engage pour créer cet environnement économique et social dont
notre pays a besoin pour les startups, pour l'innovation, pour le développement des entreprises. Mais de façon plus générale, si vous me permettez, derrière cette idée de l'adhésion, c'est l'idée du territoire, c'est l'idée de l'accompagnement. Moi, je veux un MEDEF qui soit au service de l'ensemble de ces territoires. Et ce n'est pas moi qui vais décider quelle est votre priorité. Johan l'a très bien décrit aujourd'hui et je la partage pleinement. Vous avez à Marseille la plus belle organisation territoriale patronale. À chaque fois qu'on vient, la salle est pleine de richesse, de talent, d'engagement. Et tu l'as très bien décrit tout à l'heure, vous avez un projet, c'est de faire de cette région le deuxième moteur du développement économique de notre pays. Tu l'as décrit tout à l'heure. Et moi, mon rêve, c'est qu'à un moment donné, vous voyez dans le MEDEF ce point d'appui qui va, à chaque fois que vous en avez besoin, vous aider à avancer dans ce projet. Le relayer, le défendre à Paris, l'expliquer quand vous en avez besoin. Moi, je vois vraiment le président du MEDEF, quand vous êtes capable de porter un aussi beau projet, comme celui que vous verrez comme celui qui va vous aider à le réaliser et que vous ayez aucun doute dans l'organisation, dans le fonctionnement du MEDEF et dans l'engagement de son président, que quand vous portez un beau projet comme ça, je serai toujours à tout instant derrière vous pour le réaliser. C'est ça qui fera demain la force du MEDEF national. Et si je devais le résumer d'une phrase par rapport à des évolutions d'organisation, le MEDEF a deux fonctions, évidemment une fonction de lobbying, de représentation, mais une fonction d'appui de ces territoires. Et moi, je le dis simplement, le MEDEF que je veux demain à Paris, il faut qu'il considère que la question posée par un directeur de cabinet, elle n'est pas plus importante que la question posée par un représentant de MEDEF territorial qui veut faire avancer son projet. Et je pense qu'une fois qu'on aura mis ça dans la tête de toutes les équipes de l'avenue Bosquet, on aura effectivement répondu à cette parfois forme de frustration ou d'inquiétude qui est « mais on a quelle place, quel rôle on joue, est-ce qu'on est vraiment soutenu et appuyé ?» Et en tout cas, moi, je serai le président qui sera en appui de tous les beaux projets de ces territoires, et Dieu sait que vous en avez des beaux ici. Un commentaire, Johan, à ce stade du débat de nos deux compétiteurs, si j'ose dire? Je bois du petit lait. Petit lait. C'est des propos de campagne ou vous avez le sentiment, effectivement, la place des territoires, ça va être une place plus importante ou pas? Qu'est-ce que vous avez le sentiment? La France souffre clairement d'un centralisme, mais énorme. J'allais dire affreux, c'est pas le bon terme. Exagéré. Et je pense que la France a besoin, si elle veut être un grand pays, comme je l'ai dit en préambule, de ne pas tout miser sur Paris. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et donc, la deuxième ville de France, une métropole très importante, que ce soit en nombre d'habitants, en superficie, en diversité économique, en dynamisme, en potentiel. Je pense qu'on a un potentiel que personne d'autre n'a. Je pense qu'on a une place géographique particulièrement bien pour la France. On est complètement au sud, à l'opposé de Paris quasiment. On est à la porte de l'Afrique, à la porte de l'Orient. On est une ville déjà monde, pas au sens de capitale internationale, mais on est une ville qui a une culture de ce monde qui s'ouvre et de la mondialisation quelque part. On a accueilli le monde chez nous, on peut le gagner ce monde. Et donc moi d'entendre que dans la prochaine gouvernance, notre territoire va avoir une place particulière, et ne serait-ce que de prendre conscience que c'est important pour le pays que Marseille et sa métropole, ex-Marseille, soient écoutés, représentés et vécu avec de en tout cas aidé, voilà, je cherchais le terme, aidé, pour moi c'est déjà une énorme avancée, je suis très content d'entendre tout ça. Non, la question sous-jacente, est-ce que c'est des propos de campagne? Oui. Puisqu'on est en campagne, la réponse est oui, mais ça n'est pas que des propos de campagne. Là aussi, moi je veux le redire à la fois dans ce que j'ai fait pendant 3 ans à la tête d'une organisation patronale qui avait cette même dualité structure nationale-territoire, j'ai pendant 3 ans démontré que j'étais en appui de tous les territoires. Et puis, si ça ne suffit pas à vous convaincre, le projet que je porte d'un MEDEF qui s'engage, il ne réussira jamais s'il ne le fait que depuis Paris. Les plus beaux projets, les plus beaux chiffres, les plus beaux engagements, s'ils sont construits dans le charme d'un bureau à Paris, parce que j'ai réuni 2 communicants et un spécialiste du secteur pour dire voilà ce qu'il faut faire, mais de toute façon, on ne sera jamais au rendez-vous.
aucune des priorités que je porte, aucun des projets que je veux mettre en œuvre n'est possible sans votre soutien, sans votre engagement pour le faire. Si demain on veut être crédible sur l'apprentissage, c'est parce qu'on aura consolidé les engagements de chacun de nos territoires, en tout cas tous ceux qui veulent jouer. Si demain on veut être crédible pour appuyer les projets, c'est bien parce qu'on aura été à vos côtés. Et comme moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, si je devais résumer par rapport à ça, je voudrais être un président à portée d'engueulade. Je voudrais que quand il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, je suis sûr que vous me passez un coup de fil et que je suis au courant. Ou dit différemment, quand on parle de visites comme ça, alors là aujourd'hui on est en campagne donc on vient parler, mais demain si, ce que j'espère, dans une semaine je suis président de cette belle organisation, je suis invité à une assemblée générale pour faire un discours, je prends l'engagement devant vous que j'essaierai d'arriver 1 heure ou 2 heures avant la prise de parole pour passer avec votre bureau un certain temps pour, au-delà du discours, au-delà de serrer les mains, d'entendre 2-3 choses, pouvoir traiter avec vous et avoir pleinement conscience de votre agenda, de vos difficultés, et que quand je remonte à Paris, je suis pleinement conscient de là où il faut appuyer et comment je peux vous aider. Geoffroy Roux de Bézieux. Oui, sur la question propos de campagne, vous savez, c'est un peu comme il y a l'amour et l'épreuve d'amour. Hein. Moi, j'ai une preuve d'amour qui est très simple, hein, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, Patrick Martin sera mon président délégué. C'est la première fois qu'il y aura cette fonction au niveau du territoire. Patrick, il a été président du MEDEF territorial, président du MEDEF de l'Ain, puis président du MEDEF Rhône-Alpes, puis président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Il connaît très très bien le sujet. Il sera le garant, j'allais dire presque physique, et quand on le connaît, ancien rugbyman, ancien talonneur même, il sera défendre la cause des territoires pour que ça ne soit pas que des propos de campagne. Je note qu'il y a eu beaucoup de candidatures territoriales. Je note que c'est un sujet un peu plus vaste, hein, d'ailleurs, parce que on en a parlé dans la conférence de presse. Il y a le sujet des métropoles, il y a le sujet des petites villes qu'il ne faut pas oublier. Et il ne faut pas, pour reprendre les propos bien connus du président Macron, que la France des premiers de cordée fonctionne et que le reste de la France soit en difficulté. Pour ça, d'ailleurs, je me permets de réagir sur, je reviens en arrière, hein, sur Startup Nation. Vous savez que c'est le nom qu'on donne à Israël. Hein, mais pour moi, on ne doit pas être une Startup Nation, on doit être une Digital Nation. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui réussissent, très bien, et ça c'est formidable, mais qu'à côté de ça, d'autres entreprises plus petites souffrent et ne soient pas emmenées dans ce mouvement. Et c'est toute la difficulté qu'on a. Et au MEDEF, c'est la même chose. Au MEDEF, on ne peut pas réussir nationalement sans réussir dans tous les territoires. Bon, l'UP13 est formidable, mais il y a des territoires qui souffrent beaucoup plus. J'ajoute un dernier mot. Tu parles de centralisation. C'est vrai que toutes les actions modernes se décentralisent. Je veux dire, dans le management, hein, c'est assez connu. Des tas de théories qui ont été écrites aux États-Unis là-dessus. Nous, il faut qu'on arrive à inverser notre fonctionnement. Vous faites des choses formidables. The Choice, je ne connaissais pas. Si tu nous le permets, et avec peut-être une royalty modeste, hein, mon cher Johan, pourquoi pas lancer un The Choice national? Parce que quand j'ai vu, alors je ne sais pas s'ils sont toujours à l'énergie, je suis désolé, on a les projecteurs dans les yeux, je ne vois pas où sont les... Ah ben ils sont là, voilà. Quand j'ai vu l'énergie qui se dégageait de ces jeunes, ou moins jeunes, mais enfin plutôt jeunes quand même, c'est vrai que ça donne envie. Or, on avait lancé une opération un peu similaire, mais complètement parisiano-parisienne, qui était les déterminés, qu'on n'a pas réussi à déployer dans les territoires. Donc on voit bien qu'à un moment, il ne faut pas inventer tout à Paris. Et là, il y a un truc formidable. On va reprendre The Choice et on va le faire national. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire ça partout. L'engagement est pris. Ouais, ça leur plaît, ça leur plaît. Alors, un des métiers quand même de base du BNF, c'est le dialogue social, c'est la négociation. Est-ce qu'on sort ou pas de ce qui a été qualifié comme un peu le ménage à trois, le patronat, les syndicats et puis l'État qui intervient à un certain moment. Comment on peut imaginer le dialogue social de demain, messieurs? Qui veut... Allez, Alexandre. Je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'il va rester et il doit rester un dialogue social. Je pense que se mettre dans la situation où on est juste en face à face avec l'État, alors peut-être avec ce petit moment de confort où pour l'instant on pense qu'on a un président pro-business et que c'est assez confortable, c'est un choix très dangereux dans la durée. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vraie ambition de faire vivre avec les organisations syndicales un dialogue social qui soit indépendant de l'agenda de l'État. Il a son agenda de réforme, et nous on a des sujets qui ne sont pas traités par l'État. Et donc il va falloir le faire vivre avec tous ceux qui le souhaitent, mais il ne faut pas le faire vivre comme avant.
Le dialogue social a été trop souvent, et moi quand j'ai pris la tête du pôle social il y a un peu plus de 2 ans, j'ai trouvé une situation qui était assez tendue, avec des accords nationaux qui avaient imposé des contraintes aux uns et aux autres. Tout le monde ne comprenait pas le sens et l'équilibre qui était derrière. Le dialogue social de demain, il va fournir des solutions. Il va vous donner des éléments de diagnostic, il va aider toutes nos branches, tous nos territoires, toutes nos entreprises à avoir des éléments de réponse aux questions qu'elles se posent. Et donc, elles pourront décider d'en s'en saisir ou de les laisser sur l'étagère. Elles ont besoin de la brique parce que leur problématique est celle-là, elles s'en saisissent, elles savent comment ça fonctionne, elles ont des clauses pré-remplies, elles savent ce que certaines organisations ont accepté ici ou là. Donc, on va avoir à construire notre agenda social, à retrouver la maîtrise de notre agenda social, et Dieu sait qu'il y a des sujets sur les mobilités, sur les transformations de l'emploi, sur la transformation digitale, sur le télétravail, sur tout ce qui aujourd'hui fait la formidable évolution du marché du travail qu'on vit tous. Il faut qu'on apporte des réponses. Attendre de l'État toutes les réponses, c'est garantie du déclin. Et en revanche, il faut être clair, quand l'État a des projets et des agendas et qu'il les déroule, on se battra pour défendre nos entreprises, on sera en concertation, comme je l'ai fait tout l'été dernier avec les ordonnances réformant le Code du travail. Je crois que tout le monde était assez content du résultat. Croyez-moi, pendant tout le mois d'août et tout le mois de septembre pour la finalisation des textes, ça a été un combat, un bras de fer avec toutes les équipes du MEDEF, toutes les équipes compétentes, pour être sûr que le curseur restait là où on voulait, pour avoir enfin un cadre lié au droit du travail qui est raisonnablement cohérent et harmonisé avec nos grands voisins européens. Et il y a encore un peu de travail. Merci. Jean-François Bézieux, alors l'avenir du dialogue social. Alors en fait, il y a 2 questions, hein. Il y a le dialogue social au sens négociation, et puis il y a le paritarisme, ce qu'on gère conjointement avec les syndicats. Je commence par le dialogue social. On voit bien que le sens de l'histoire, ou en tout cas l'histoire avec un petit h, c'est là aussi une décentralisation du dialogue social. Essayer de négocier et de pousser les négociations le plus possible près de l'entreprise ou de la branche en fonction du type d'entreprise et des tailles d'entreprise. Pourquoi ? Pas pour des raisons idéologiques, ultralibérales ou autres, mais parce que on voit bien que les organisations diffèrent. Aujourd'hui, entre une grosse entreprise, une grosse PME du bâtiment, une start-up, comme on les a vus tout à l'heure, une grande entreprise industrielle, les sujets de temps de travail, d'organisation au niveau hiérarchique ne sont pas les mêmes. Donc on ne peut pas tout négocier, on ne peut plus tout négocier au niveau national comme on le faisait après-guerre, parce que le modèle fordien était partout. Donc, ce qui a été fait par les lois El Khomri, par les ordonnances, il faut continuer, il faut le pousser. Et au fond, moi, ma conviction, c'est qu'on doit signer le minimum, voire pas du tout d'accord national, parce que, encore une fois, on ne peut plus imposer à toutes nos entreprises les mêmes règles. Sur le paritarisme, il reste quoi dans le paritarisme ? Il reste dans le paritarisme de gestion, l'assurance chômage, les retraites complémentaires, et puis après, il reste beaucoup de mandats, dont certains sont exercés dans la salle, prud'homme, etc. Là, moi, je pense qu'il faut une règle simple. On est légitime dans le paritarisme quand on est en autonomie de décision ou de gestion. Prendre un exemple simple, les prud'hommes. On peut critiquer la justice prud'homale. Parfois, elle est trop lente. Il y a effectivement la présence syndicale. Mais au total, je préfère largement être jugé par une justice prud'homale que par un juge professionnel sorti de l'École nationale de magistrature de Bordeaux, dont la connaissance de l'entreprise va être limitée, pour pas dire légèrement hostile. À l'inverse, et la question va se poser à la fin de l'année, l'assurance chômage, aujourd'hui, on n'a presque plus la main. Garantie de l'État sur la dette, ce qui veut dire que si on s'endette, ce qui a été le cas depuis 10 ans, de toute façon, sauf si la France fait faillite, bien sûr, il n'y a pas de conséquences. Plus de cotisation salariée, donc il n'y a que la cotisation employeur. Et dans les décrets qu'a publié Muriel Pénicaud il y a quelques jours, dizaines de jours maintenant, ça s'appelle un cadrage financier. Donc en gros, on nous demande de négocier, mais on nous dit là où il faut aller. Je pense que là, la question, alors pas forcément de sortir, mais d'accepter une négociation dans ces conditions-là, se pose. Sortir, c'est dangereux. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas qui arrivera après Emmanuel Macron. Mais dire « je ne veux plus négocier avec un pistolet sous la tempe », ou en tout cas, pour être plus précis, avec un cadre de négociation qui est tellement contraint qu'au fond, on ne peut arriver qu'à une seule solution, me paraît être la bonne gouvernance.
Oui. Juste un Alexandre. tout petit mot sur le paritarisme. Je partage assez largement l'idée qu'il faut rester là où on a du pouvoir. Juste pour illustrer ce qui s'est passé ces dernières années, c'est parce que nous avons négocié la convention d'assurance chômage en 2017 qu'on a pu faire la peau de la taxation des contrats courts. C'est parce que l'État nous a renvoyé la négociation de l'assurance chômage juste après l'arrivée d'Emmanuel Macron qu'on a pu échapper à l'indemnisation des démissionnaires qui aurait pu coûter 5 milliards d'euros, dont l'essentiel aurait été payé par nos entreprises. C'est parce qu'on était en situation de négocier qu'on a pu repousser l'échéance du dramatique bonus-malus que certains économistes idéalistes essayent d'imposer à notre pays. Donc moi, je me battrai pour que partout où on est en situation de défendre nos entreprises, on garde la main. Et effectivement, comme on le dit, quand on fait le constat qu'on n'a plus qu'un rôle de caution, je pense qu'il faut avoir le courage de dire quand on est juste caution de décisions prises par d'autres, il ne faut pas rester. Merci. Allez, dernière question, une question sur l'Europe. Et on voit bien que ça change beaucoup politiquement. Alors, le MEDEF n'est pas une organisation politique au sens premier du terme. Il y a la montée des populismes. Comment vous voyez vos relations aussi avec les différents patronats européens? On sent très bien que cette Europe, elle est en train de vaciller. Est-ce que ce n'est pas par l'entreprise et par le monde de l'économie, finalement, d'ailleurs, elle est née comme ça? Est-ce que ce n'est pas là où elle doit se redresser aussi? D'abord, un commentaire politique, l'Europe est en danger. En grand danger. Alors, à la fois un danger interne, parce que, vous l'avez dit, tu l'as dit, la montée des populistes, la France est une exception aujourd'hui politiquement. Mais aussi parce qu'en face de nous, on a des gens qui ne jouent plus le jeu. Les Chinois, on le sait depuis longtemps, les Russes aussi, maintenant les Américains. La réforme fiscale de Trump, qui est passée un peu inaperçue, est une énorme machine à relocaliser des emplois, des brevets et donc des ressources aux États-Unis. Même si Harley-Davidson a annoncé qu'elle est déménagée parce qu'ils vendent plus en Europe qu'aux États-Unis, c'est vraiment l'exception, il ne faut pas se tromper. Donc, il y a un énorme danger. Qu'est-ce que le MEDEF peut faire? Alors, il y a une organisation qui s'appelle Business Europe, dont Pierre Gattaz va prendre la présidence. Le problème, c'est qu'elle est plus large que l'Europe. Il y a 34 pays, donc il y a la Turquie dedans. Et comme toute l'Europe institutionnelle, elle est assez paralysée parce qu'il faut une unanimité pour prendre une position. Et donc, vous avez toujours un État qui va lever la main pour dire « je ne suis pas d'accord ». Donc moi, là-dessus, et je l'ai vécu avec les Allemands, c'est s'appuyer par des cercles concentriques avec les patronats forts qui existent, nos voisins, patronat italien, patronat allemand notamment, et essayer de trouver des positions communes sur certains sujets. Alors, j'ai un exemple très concret qui est très important, que j'ai poussé dans ma mandature, et je suis heureux que Bruno Le Maire l'ait repris, qui est la taxation du numérique. On ne peut pas continuer à lutter avec des géants américains ou chinois, qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Moi, je suis un libéral, je suis pour la concurrence, mais je ne cours pas le marathon avec des chaussures de ski. Donc, c'est exactement ce qui se produit. Bon. Alors, il ne s'agit pas de mettre des chaussures de ski à tout le monde. Hein. Il s'agit qu'on court tous avec des baskets. Bon. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir les Allemands. J'y étais 5 fois. Bon. Première fois, ils nous ont regardés comme des dingues. Parce qu'ils ne voyaient pas le problème. Les Allemands, hein, vous savez, c'est une nation assez industrielle et notamment automobile. Sauf que quand ils ont découvert que leur vrai problème dans l'automobile, ça ne serait plus les constructeurs français ou les constructeurs italiens, ça serait peut-être Google ou Apple, là, brusquement, ils se sont réveillés. Et on a réussi à faire un papier commun sur cette taxation du numérique, qui est une première étape, qui a réveillé, ou éveillé, je ne sais pas comment le dire, la conscience des politiques. Et c'est comme ça qu'il faut avancer, étape par étape. Parce que ne rêvons pas avoir 27 pays qui vont lever la main en disant on est tous d'accord, ça ne marchera pas. Donc notre rôle, c'est les cercles concentriques. Je crois profondément que l'Europe est notre horizon et c'est la seule chance qu'on a d'exister dans le monde du XXIe siècle avec le développement accéléré de l'Asie, le protectionnisme et les tendances américaines. Qu'est-ce qui fait que l'Europe est forte? C'est que le couple franco-allemand est fort. Et pour que le couple franco-allemand soit fort et fonctionne, il faut que l'économie française soit l'égale ou l'équivalent ou soit considérée par les Allemands comme une économie forte. Et on reboucle avec ce que je disais en introduction sur la capacité qu'on va avoir à faire réussir l'économie française dans le XXIe siècle. C'est parce que le MEDEF va réussir à se battre pour que l'économie française soit plus forte qu'avec la démographie, qu'avec les révolutions dont on parlait tout à l'heure. On arrive à faire de l'économie française demain, comme elle l'a été par le passé, l'égale de l'économie allemande, que les Allemands vont nous regarder différemment et que, au-delà des exemples qui ont été donnés, de façon générale, on puisse peser sur les choix.
Et la vraie politique européenne, c'est de remettre en marche le moteur franco-allemand pour qu'effectivement, ce noyau dur entraîne, alors ceux qui veulent. Bien sûr, à 27, c'est difficile avec les populismes qui montent. On voit la situation italienne, on voit la situation polonaise, on voit la situation hongroise. Se mettre d'accord avec tous ces gens-là dans le monde d'aujourd'hui, ça paraît extraordinairement compliqué. Donc le noyau dur qui peut remettre l'Europe en marche pour que cet horizon qui nous est tous cher, qui assure la liberté de circulation, la liberté de commerce, et j'espère demain la place de l'Europe dans le monde, fonctionne mieux. On retombe sur l'enjeu fondamental du début. Comment est-ce qu'on refait de la France une grande nation économique en Europe? Et ce sera le combat à mener, si on veut que derrière, tous les combats à mener pour l'Europe aient une chance d'avancer, parce que moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec les Allemands, patronat, gouvernement. Leur question est simple, quand est-ce que vous faites les réformes et quand est-ce que vous retrouvez cette économie dynamique? Donc il y a une première étape qui a été faite depuis 1 an avec Macron. L'enjeu, c'est de réussir la transformation de notre pays. Et c'est pour ça que je veux un MEDEF qui soit un partenaire exigeant de la transformation du pays dans les 4 ans qui viennent. C'est à cette condition qu'on retrouvera la maîtrise de notre destin, qu'on reprendra la main en France, en Europe et dans le monde. Merci. Alors après l'Europe, on va revenir sur Marseille-Provence, sur cette métropole. Christian Saint-Etienne disait il y a quelque temps, si cette métropole réussit, c'est un point de plus pour la croissance en France. Il y a quelqu'un qui est très attaché à cette métropole pour une raison très simple, c'est lui qui l'a créée. Je vous propose de l'écouter. Il va vous adresser un message. C'est bien évidemment Monsieur Jean-Claude Gaudin, président de la métropole Aix-Marseille-Provence et maire de Marseille. Jean-Claude Gaudin. Or, notre métropole porte des projets très importants. C'est d'abord ITER, bien entendu, là-bas, à Saint-Paul-les-Durances. C'est Euroméditerranée, c'est la Franche Tech, c'est Henri Fabre ou encore Pictot. Le secteur du numérique est en pleine expansion dans la cité phocéenne, avec 40 000 emplois et 7 000 entreprises. Et nous avons des liaisons sous-marines aussi qui se relient à d'autres continents. Nous en avons 13. Voilà. Alors, effectivement, devant tout cela, le MEDEF, c'est-à-dire les unions patronales, et pour nous ici, à Marseille, c'est quelque chose d'important. Grâce à eux, par exemple, nous faisons bien fonctionner l'école de la deuxième chance. C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que je peux dire aux 2 concurrents du MEDEF? Faites en sorte que les forces économiques de la ville, représentées par l'union patronale, la chambre de commerce, l'artisanat, plein d'autres choses, soient toujours en liaison avec les forces politiques. Nous avons l'écharpe tricolore. Eux ont la possibilité d'avoir du courage, et ils l'ont, de créer des entreprises et par conséquent de créer des emplois. Et ici, je me félicite que dans la ville de Marseille, depuis que je suis maire, nous n'avons pas cessé de faire reculer le chômage. Grâce à ceux qui entreprennent, grâce à ceux qui ont du courage, je souhaite que les 2 candidats aillent dans ce sens-là. Jean-Claude Gaudin. Alors, une réaction sur... Mais je le trouve très en forme. Oui. Bon. Non, sérieusement, un mot sur Marseille, 2e ville de France. Johan me l'a répété plusieurs fois, souvent. Bon, d'abord, il y a un petit problème de gouvernance. Marseille n'est plus présent au Conseil exécutif, donc ça, c'est un premier sujet qu'on va régler. Mais au-delà de ça, moi, il y a une dimension qui m'intéresse énormément, c'est que les échanges du XXIe siècle, tout le monde dit que la mer va prendre un essor énorme. On parle de maritimisation de l'économie. Bon. Et ça, c'est pas Paris qui va le faire. Alors, je sais que la Seine coule jusqu'à Paris, mais enfin, bon, voilà. Donc autour de ça, et vous savez, les Français, malheureusement, c'est pas un peuple de marins, ils l'oublient très vite. On a le 2e domaine économique maritime du monde, avec nos possessions outre-mer. Je pense qu'il y a une dimension extraordinaire pour l'avenir de Marseille autour de ce phénomène d'échange. Par ailleurs, la French Tech, comme dit Jean-Claude, Franche Tech, voilà. Bon, c'est une terre d'entrepreneurs, mais c'est aussi une terre de numérique. Moi, quand j'ai démarré dans les télécoms il y a 20 ans, j'avais un concurrent. Mon concurrent, il était marseillais. Je ne sais pas s'il est dans la salle, Jean-Daniel, mais on s'entendait très très bien. Il y a toujours eu ici des entrepreneurs dans... Alors à l'époque, ce n'était pas le numérique, hein, c'était le début de la tech, Radiocom 2000, bon, ça ne nous rajeunit pas. Mais
c'est une terre de tech. Donc vous êtes au carrefour des deux dimensions de l'avenir de l'économie. Maritimisation de l'économie d'un côté et transformation digitale de l'autre. Donc l'avenir appartient à cette métropole. Alexandre? Écoutez, je crois que vous avez la chance, et on vient de l'entendre, d'avoir un vrai soutien dans les ambitions que vous portez. Et je pense que c'est important, parce que ce soutien en territoire, il est fondamental, parce que dans le monde de demain, c'est bien dans les territoires que va se faire la réussite. Ce n'est pas à Paris qu'on va l'inventer. Tout le projet que je décris, tout le projet que je porte, il est d'être en appui des projets et des ambitions de chaque territoire. Donc, autour de cette ambition, autour de ce projet que vous portez tous ensemble, il faut qu'on arrive à construire les appuis et les soutiens avec, Geoffroy l'a très bien dit, hein, une conjonction d'alignement de planètes assez favorable, un soutien politique, une volonté très forte que vous avez exprimée ici à l'UPE 13, avec, vous êtes la porte d'entrée de l'Afrique, qui est quand même la prochaine formidable zone de croissance du monde. Je crois qu'il faut le dire, aujourd'hui, le gros de la croissance en Asie, même s'il reste un peu de choses à faire en Inde, est passé. La Chine commence à plafonner un petit peu. Ce n'est pas aux États-Unis, en Amérique ou en Europe qu'on va avoir des taux de croissance formidables. L'endroit qui va croître dans les 20 ou 30 prochaines années, ce sera l'Afrique. Et vous êtes la porte d'entrée naturelle vers ce nouvel espace de croissance et de conquête. Et donc, il faut absolument qu'on arrive ensemble à construire le projet qui fera que, à travers les nouvelles technologies, à travers les nouveaux marchés, à travers les routes maritimes et commerciales, à travers toute la compétence, tout l'esprit d'entreprise qui existe dans votre belle ville, on puisse, et dans votre beau territoire, on puisse réussir cette idée que j'évoquais tout à l'heure, de faire de Marseille le deuxième poumon économique de la France et que notre pays ne marche plus sur cette hypertrophie parisienne. On en parlait en préparant et en discutant. C'est vrai que imaginez qu'aujourd'hui, il y a à Paris et dans la région parisienne, il y a un aéroport qui est 10 fois plus gros que le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça montre bien qu'on a un vrai sujet de rééquilibrage. 100 millions d'un côté, 10 millions de l'autre. Il faut absolument qu'à travers l'action déterminée de tous ceux qui peuvent, et le président du MEDEF, par son engagement territorial, par son engagement aux côtés de tous ces territoires, peut y contribuer, on participe de ce rééquilibrage de la France et sortir de cette hypertrophie. Et n'ayez aucune inquiétude, je ne dis pas ça parce que le MEDEF Paris a décidé de ne pas voter pour moi. Merci. Joanne, réflexion après cet échange constructif entre deux gentlemen. J'espère qu'on a à peu près respecté les temps de parole, je crois. On l'a fait de façon assez empirique, mais ce n'était pas vraiment un face-à-face. Alors, et d'ailleurs, c'est pas, on sent bien qu'on dépasse les clivages personnels. On n'a pas des hommes politiques en face de nous. Joanne. Non, moi je suis conscient, enfin je suis content que vous ayez pris conscience de l'importance de ce territoire. Je pense que le diagnostic, il est assez évident. On a beaucoup d'opportunités, on a beaucoup d'atouts, on a beaucoup de chances. Vous avez parlé tous les deux de l'hypertrophie parisienne qui est dans notre mouvement. Et si vous arrivez avec, bien évidemment, votre charisme à tous les deux, à faire en sorte de perfuser au plus haut sommet de l'État cette impérieuse nécessité que l'on a d'aider particulièrement Marseille, parce que, je vais prendre un exemple, on a un gros problème de mobilité, énorme problème de mobilité, on a des embouteillages, moi qui vais souvent sur Paris, quasiment toutes les semaines, je mets plus de temps pour faire l'aéroport de Marignane, Marseille-Centreville, que de faire Paris-Marseille. 20 km il y a. Et y compris le trajet de moto pour aller de l'avenue Bosquet ou de l'avenue Kléber ou de là où je suis dans Paris jusqu'à Orly, y compris le trajet pour aller jusqu'à Orly. On a un gros problème de mobilité et c'est un vrai frein à notre développement économique. Et si on n'arrive pas à régler ce problème-là, on ne s'en sortira probablement pas. Ce plan de mobilité, il coûte 3,5 milliards. Tous les gouvernements successifs, Ayrault, Valls notamment, puisque sont venus nous dire qu'ils allaient nous aider. Vous savez combien ils nous ont donné sur 3,5 milliards? Et encore, je crois qu'ils ne nous ont pas encore versé. 50 millions. Vous voulez qu'on fasse quoi avec 50 millions? Donc si le MEDEF pouvait avoir... Non, pas 50 millions, mais si le MEDEF pouvait faire passer ce message que nous essayons de porter avec les élus locaux
et si on a un relais national de nos organisations patronales, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, et vous pouvez être particulièrement efficace pour notre territoire. Merci en tout cas à tous les deux, on les applaudit très fort, Geoffroy Roux de Bézieux, Alexandre Sobo. Vous restez avec nous, puisqu'on en arrive à la... Alors vous allez me suivre parce qu'on a un petit chemin de marche, je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose, surtout avant le 3 juillet, après non plus d'ailleurs, on va se mettre là. Vous allez vous mettre là, parce qu'on a parlé beaucoup de jeunesse, on a parlé beaucoup de talent. Et bien justement, on va les mettre à l'honneur, puisque maintenant, on va vous dire, c'est le moment, les fameux 10 demi-finalistes, puisque la finale se fera le 7 septembre. Ils vont venir, on va les découvrir, et ils vont venir nous rejoindre au fur et à mesure, bien évidemment, avec leur coach. Alors y a pas vous savez, c'est pas une compétition, hein, donc il y a 10 demi-finalistes, mais il n'y a pas un premier, il n'y a pas un dernier. Ils ont tous gagné parce que ils ont tous gagné un coach, ils ont tous gagné un accompagnement. Mais on va quand même vous montrer ceux qui sont les plus avancés dans la création d'entreprise. On a le plaisir d'accueillir Hazar Bakar. Son projet, c'est la création d'une entreprise de transport avec pour objectif d'acheminer des marchandises en favorisant des circuits courts. Évidemment, il est accompagné par le mine de Château-Renard et c'est Jérémy Bétiou, son coach, qui peut évidemment venir. Walid Benamou, il a un projet de création d'une marque de biscuits originaux allégés en sucre et en gras. Le Macroud, finalement, allégé. Moi, je ne sais pas si ça va m'intéresser, mais enfin, c'est quand même pas mal. Son coach, c'est Florent Bonneau et l'entreprise, c'est Kiloutou. Bravo à lui. On accueille aussi Frédéric Bernascol. Frédéric Bernascol, il fait des couteaux. Il fait des couteaux magnifiques. Il a déjà un certain nombre de chefs étoilés qui sont intéressés. Et ça ne s'invente pas, son coach, c'est Florence Taillebois, de l'entreprise Ceram. Et puis, autre challenger extraordinaire, il a un projet de boat service, de service au bateau. Il y a une plaisance qui se développe énormément. Et il faut toujours gratter, sortir les bateaux, etc. etc. C'est très compliqué, c'est très embêtant. Et ben, c'est Florent Porcu. Lui, il a envie de faire ça. Il est très avancé. Il fait ça avec son père depuis qu'il est tout gamin. Et son coach, c'est Jean-Louis Berthold du Crédit Agricole. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, Yves Faguerazi, l'entreprise Ceram. Lui, il est coach de Marion Merlin. Marion Merlin, elle a un projet de création de circuit touristique à Marseille. Là, ça correspond tout à fait à une vocation, l'histoire de Marseille en des circuits touristiques théâtralisés. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Alexandre Pastor, lui, il a un projet de complexe sportif, culturel, mais de façon un petit peu novatrice, puisque ces activités, eh bien, elles vont proposer le transport des enfants, le temps de travail des parents, l'application de l'ensemble des activités. Voilà, c'est tout à fait original. Et j'ai oublié de citer son coach. Son coach, c'est la clinique Saint-Christophe, Sabine Giordano-Collin. Elle peut venir, hein, si elle est là. On l'accueille bien volontiers. Je continue, vous l'avez entendu. Elle s'appelle Angèle Paillet. Tout à l'heure, vous l'avez entendu, son projet, c'est Field Dream. Elle est accompagnée par Carrefour et elle a envie vous avez compris, de changer la planète. Angèle. Lui aussi, vous l'avez entendu, il a créé plus de 200 emplois, pratiquement 300 emplois dans les quartiers. Il s'appelle Alaoui Abdallah. Je vous demande de l'applaudir très fort. Il est aidé par Manpower. Il a trouvé une méthode. Et je peux vous dire que Manpower est très intéressé par la façon dont il s'y prend. Et puis vous savez que dans les quartiers, il y a aussi des jeunes qui ont plein de talent, il y a des rappeurs et ils ont besoin de promotion. Et bien Selim Emided, lui, il a lancé sa société de production. Je peux vous dire que derrière, il y a des grands artistes qui s'intéressent à lui, des grands artistes marseillais. C'est Colis Privé, son coach, et c'est Jean-Philippe Bergogneau qui le suit de très près. Et notre dixième finaliste, c'est Elodie Arienzo. Elodie, elle a un projet d'école, l'école de Turling, vous savez, les Turling pompons, les majorettes. Alors ne riez pas, ça va être une discipline aux Jeux Olympiques, s'il vous plaît. Donc les Jeux Olympiques, ils seront là en 2024. Alors je crois qu'elle a vraiment un avenir important devant elle, Elodie. Et son coach, c'est Yannick Roussel. Alors on vous l'a dit, cette opération, c'est pas une compétition. Il y a des critères, bien sûr.
mais il y a aussi des coups de cœur. Et il y a 2 entreprises, des partenaires qui ont voulu, hors compétition, saluer, donner un coup de chapeau à 2 projets qui sont des projets aussi fantastiques. Et c'est le projet de Marlo. Marlo, il est graffeur, mais il a envie de créer, et il a créé une plateforme pour aider les graffeurs à vendre leurs œuvres, à vendre leurs propositions. Et évidemment, c'est un coup de cœur de la CEPAC, la Caisse d'épargne, qui soutient Marlo. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il veut faire une école d'arts martiaux. Mehdi, il a 19 ans, je crois que c'est probablement le Benjamin de l'opération. Il a vraiment du cœur, il a du sens, il a vraiment un sentiment de mission dans ce qu'il fait. Et c'est l'OGO Méditerranée, qui a eu un coup de cœur pour lui. C'est Karaman Mehdi. Voilà, on les accueille tous. Alors, il y a aussi beaucoup de porteurs de projets. On l'a dit, ils sont certainement tous là aussi en train de se dire et moi, vous allez tous avoir un certain nombre de choses. Il y a plein de choses qui vous attendent sur le stand de The Choice. Je crois que Johan, il avait aussi envie, il est là, de faire monter son conseil exécutif et son bureau. Alors, à toi l'honneur. Ouais, allez, je voudrais accueillir, si vous le voulez bien, donc le bureau de l'UPE 13, Marie Bagnoli, Laurent Cohen, Olivier Tarazi, Thierry Berger, Jean-Philippe Salducci et tous les membres du conseil exécutif qui sont présents. Si vous pouvez venir nous rejoindre. Même toi, Stéphane, non, Allez, viens, Philippe, venez, s'il vous plaît. Gérard, venez, Thierry. On va faire une photo collective. Voilà, et puis Jean-Luc Chauvin qui nous a été suffisamment dans cette soirée pour être avec nous ce soir. Jean-Luc Chauvin. Monique, viens aussi, s'il te plaît. Monique, viens. Monique Cassard. Voilà, et puis tous les coachs qui sont là, on va tous les applaudir encore une fois bien fort. Vous applaudir à vous aussi. Voilà la photo de famille. On vous donne rendez-vous à tous, évidemment, le 7 septembre. Le 7 septembre, c'est le Forum des entrepreneurs. Donc j'espère que le président du MEDEF sera là. Messieurs, notez sur vos agendas le 7 septembre. Et puis, naturellement, toute cette soirée, on voulait aussi remercier les partenaires. Ils n'ont pas simplement mis leur logo et un soutien financier. Sachez que tous les partenaires qui nous accompagnent, la plupart du temps, ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur expérience à tous ces jeunes. On les remercie encore une fois. Et vous avez bien compris qu'il y aura une saison 2. Donc, vous ne nous oubliez pas. Et puis, voilà, la fête va continuer tout à l'heure dans un cocktail. N'oubliez pas, chers entrepreneurs, merci de votre fidélité, que ceux qui, par hasard, ne seraient pas encore adhérents à l'UPE 13 peuvent le faire éventuellement ce soir. Au pôle adhérent, vous avez un stand qui vous attend. Voilà, merci beaucoup à tous et bonne soirée.